Dans cet épisode spécial Halloween, nous allons mener une petite enquête. La parcimonie a été tuée, nous devons découvrir qui a fait le coup et avec quelle arme. En phylogénétique, le critère de parcimonie consiste à choisir l'arbre qui explique la distribution des caractères avec le plus petit nombre possible de transformations évolutives. Autrement dit, si deux espèces possèdent un même caractère, disons des plumes, on dit qu'il est plus parcimonieux de supposer qu'elles ont hérité ces plumes d'un ancêtre commun plutôt qu'elles ne soient apparues indépendamment à plusieurs reprises. Vous avez peut-être entendu que la parcimonie était un principe fondateur de la phylogénétique. Vous serez donc sûrement surpris d'apprendre qu'en réalité, ce critère ne fonctionne pas si bien que ça. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, en m'appuyant sur des simulations très simples de l'évolution que vous pouvez réaliser vous-même. Allez, c'est parti! Nous allons considérer l'exemple le plus simple. Seulement 4 espèces. Il n'y a que 3 arbres possibles, que voici. Si vous essayez d'autres permutations, vous vous rendrez compte que vous retombez toujours sur l'une de ces 3 structures. Ces arbres n'ont pas de racines, c'est-à-dire aucune orientation temporelle, car ce paramètre n'est pas nécessaire pour raisonner sur la structure des arbres. Regardons maintenant, un seul nucléotide a une position bien précise dans l'ADN de ces espèces. C'est un caractère qui peut prendre exactement 4 états, A, T, C ou G. Si 1 et 2 ont un A, et que 3 et 4 ont un G, alors cet arbre est le plus parcimonieux. En effet, on voit qu'il ne nécessite qu'une seule transformation, ou mutation, sur la branche centrale, alors que les 2 autres arbres nécessitent 2 mutations indépendantes sur 2 branches terminales. C'est le raisonnement de base de la discipline qu'on appelle la cladistique. Maintenant, si 2 et 3 ont un T, et que 1 et 4 ont un C, alors, selon le même raisonnement, c'est cet arbre-là qui est le plus parcimonieux. On dit qu'un nucléotide commun entre 2 séquences, qui a été transmis par un ancêtre commun, est une homologie. Au contraire, un nucléotide commun entre 2 séquences, mais qui est le résultat de mutations indépendantes, est une homoplasie. L'arbre préféré par la cladistique est alors celui qui est globalement le plus parcimonieux, c'est-à-dire celui qui nécessite au total le moins de mutations pour expliquer les différentes séquences observées au bout des branches. Voici un exemple de séquence. Pour simplifier la lecture, on imagine une séquence qui n'est initialement composée que de A. On voit ici en première position la mutation de A en G qui justifie la structure de cet arbre. Supposons maintenant que les branches terminales menant aux espèces 2 et 4 aient évolué plus rapidement que les autres branches. On obtient alors de nombreuses mutations aléatoires et indépendantes dans les séquences 2 et 4. Cette position n'a changé chez aucune des 4 espèces, elle ne permet donc pas de déduire la structure correcte de l'arbre. Ces 6 positions nécessitent toutes autant de mutations pour les 3 configurations possibles de l'arbre. Elles ne permettent donc pas non plus de faire de déduction cladistique. Ces 7 positions inutiles sont dites cladistiquement non informatives. On ne placera pas sur l'arbre les mutations les concernant pour éviter de l'encombrer avec des informations non pertinentes et ainsi faciliter sa lecture. Par contre, ces 2 positions-là sont informatives. On voit que, par hasard, les séquences 2 et 4 ont les mêmes nucléotides à ces 2 endroits. Si on ajoute sur les branches les moments où les mutations ont eu lieu, alors on compte au total 5 mutations informatives sur le vrai arbre. Mais si on appliquait la méthode cladistique sur ces séquences, alors on reconstruirait plutôt cet arbre-là. On constate en effet qu'en plaçant les mutations qui ont convergé par hasard sur la branche centrale, alors on réduit le nombre total de mutations sur l'arbre à seulement 4, ce qui est plus parcimonieux. La cladistique ne retrouve donc pas l'arbre correct lorsque les différentes branches évoluent à des vitesses différentes. On appelle ce phénomène le biais d'attraction des longues branches. Comme son nom l'indique, les longues branches ont tendance à être faussement regroupées par le critère de parcimonie, comme si elles étaient attirées par une force mystérieuse. Voyons maintenant une méthode concurrente pour reconstruire un arbre, l'utilisation des distances génétiques. Rappelez-vous, une distance génétique, c'est une estimation de la quantité de mutations qui se sont produites entre 2 séquences d'ADN. Pour réaliser cette estimation, on commence par compter les différences. Par exemple ici, on voit 6 différences, soit une proportion de 6 sur 10, donc P égale 0,6. Mais ça ne signifie pas pour autant que seulement 6 mutations se sont réellement produites.
Il est possible que plusieurs mutations se soient produites successivement au même endroit. Imaginons que la lettre A devienne G, puis redevienne A. En comparant juste le début et la fin, on croira qu'il n'y a pas eu de changement, alors qu'il y en a eu deux. Donc le nombre de différences sous-estime systématiquement le nombre de mutations réelles. Pour corriger ce biais, on utilise un modèle d'évolution des séquences, comme le modèle de Jouxx-Cantor, que je vous ai détaillé dans le tout premier épisode de la chaîne. Je ne refais pas la démonstration. Voici la formule à appliquer. Ainsi, au lieu d'avoir une distance de 60%, on estime une distance d'environ 121%. Cela signifie que chaque nucléotide a changé en moyenne 1,21 fois. Une fois qu'on a calculé les distances entre toutes les paires d'espèces, on peut calculer la longueur totale des 3 arbres possibles. La formule est assez simple à démontrer, ce n'est que du dénombrement. Je vous renvoie à cette vidéo si vous voulez avoir les explications détaillées. Bref, on l'applique et on trouve ces 3 longueurs totales. On considère alors que l'arbre le plus probable est celui qui a la longueur totale la plus petite. C'est ce qu'on appelle le critère du minimum d'évolution. Cela nous permet de retrouver le vrai arbre. On ne déduit pas un arbre incorrect, contrairement à tout à l'heure avec la parcimonie. Vous pouvez évidemment me dire que là, j'ai choisi exprès les séquences pour que la parcimonie se trompe et que la méthode des distances réussisse. Il nous faut donc une méthode impartiale pour comparer les performances de ces deux critères, le maximum de parcimonie et le minimum d'évolution. Nous allons pour cela recourir à des simulations simples en Python. Mais avant de vous montrer ces simulations, ces vidéos demandent beaucoup de temps, de recherche, d'écriture et de montage. Pour encourager ce travail, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Et pour aller plus loin, vous pouvez aussi me faire un don sur la plateforme Tipeee. Allez, construisons notre simulation. On crée un petit arbre de 4 espèces. On commence avec une séquence d'ADN ancestrale et on la fait évoluer dans le temps en produisant des mutations aléatoires le long des branches de l'arbre. 3 branches seront courtes et ne subiront que 5% d'évolution. Ces 2 branches-là seront plus longues, je vais leur faire subir une quantité variable d'évolution de 5 à 100%. La distance entre les séquences 2 et 4 sera donc au maximum de 205%. Comme nous connaissons à l'avance le vrai arbre, il est facile de vérifier quel critère a eu raison et lequel s'est trompé. Voici le test de parcimonie qui calcule combien de positions favorise chacun des 3 arbres possibles. On déclare que l'inférence par le maximum de parcimonie est correcte si l'arbre 1 est strictement plus favorisé que les 2 autres. Et voilà le calcul des longueurs de ces 3 mêmes arbres avec la méthode des distances. On déclare que l'inférence par minimum d'évolution est correcte si l'arbre 1 est strictement plus court que les 2 autres. Évidemment, le résultat d'une seule simulation peut toujours être attribué au hasard. Nous allons donc répéter 1000 simulations pour chaque condition et nous intéresser à la performance moyenne. Regardons maintenant les résultats. J'ai fait 1000 simulations avec des séquences d'ADN de 200 nucléotides. La courbe bleue indique la proportion des simulations où le maximum de parcimonie a trouvé le bon arbre. Et la courbe orange indique la proportion de succès du minimum d'évolution. Pour des longueurs de branches assez faibles, on voit que les 2 critères fonctionnent correctement. Mais lorsque les longueurs des branches augmentent, on voit que la performance du maximum de parcimonie chute rapidement. Dans cette zone, il ne fonctionne même plus du tout. D'ailleurs, ce taux d'échec est très intriguant. Puisqu'il n'y a que 3 arbres possibles, on aurait une performance de 33% si on se contentait de choisir l'une des 3 options aléatoirement. La parcimonie fait donc pire que le hasard. Cela montre l'existence d'un biais systématique. Au contraire, on voit que le minimum d'évolution continue à retrouver le bon arbre dans la majorité des cas, même lorsque les longueurs deviennent très importantes. Ces performances ne baissent que très progressivement. J'ai ensuite augmenté la quantité de données, c'est-à-dire les longueurs des séquences d'ADN. Au lieu de 200 nucléotides, j'en ai mis 500, puis 1000. On constate alors qu'avec plus de données, la parcimonie se trompe toujours. On voit même que la pente de la courbe est plus fortement négative et qu'elle atteint une performance de 0% plus rapidement. Cette méthode converge vers le mauvais résultat même si on augmente la quantité de données. On dit donc qu'elle n'est pas statistiquement consistante. A l'inverse, les méthodes basées sur les distances, comme le minimum d'évolution,
ainsi que d'autres méthodes plus sophistiquées, comme le maximum de vraisemblance ou l'inférence bayésienne, deviennent de plus en plus précises quand on augmente la quantité de données. On peut le constater dans nos simulations. Lorsqu'on augmente la quantité de données, on voit que les courbes se redressent progressivement. La baisse de performance du minimum d'évolution avec l'augmentation de la distance évolutive est donc de plus en plus faible. La méthode converge, autrement dit, elle est statistiquement consistante. Bon alors, pourquoi la parcimonie ne marche pas? Supposer une vitesse d'évolution constante est irréaliste. Et les longues branches accumulent des mutations qui, par hasard, peuvent converger vers le même état. C'est le biais d'attraction des longues branches. Il touche toutes les méthodes à des degrés variables, mais la parcimonie y est particulièrement sensible. Les méthodes basées sur les distances essaient de le corriger par une estimation du nombre de mutations non observées. Elles exploitent ainsi des informations que la parcimonie ignore, comme les caractères constants, et les caractères dont le nombre de transformations ne change pas quelle que soit la configuration de l'arbre. Cladistiquement, ces caractères sont non informatifs, mais ils entrent dans le calcul des distances. L'information n'est donc pas perdue pour le critère du minimum d'évolution. Malheureusement, le biais d'attraction des longues branches n'est pas le seul problème de la parcimonie. Il a en effet été prouvé qu'elle pouvait se montrer statistiquement inconsistante, même lorsque le taux d'évolution reste constant et arbitrairement faible. Malgré cela, la parcimonie est encore parfois utilisée quand on n'a pas de séquence d'ADN. Par exemple en paléontologie, avec les caractères morphologiques. Mais même dans ce cas, des modèles d'évolution morphologique existent, ce qui permet d'appliquer des méthodes statistiquement plus robustes comme le maximum de vraisemblance ou l'inférence bayésienne qui sont de plus en plus répandues. La parcimonie n'est donc pas vraiment morte, mais elle agonise depuis de longues années. Retenez donc qu'aujourd'hui, les chercheurs n'utilisent plus du tout la parcimonie avec les séquences d'ADN. On lui préfère des méthodes plus robustes fondées sur des modèles d'évolution. La parcimonie reste toutefois utile pédagogiquement. Elle est conceptuellement proche du critère de minimum d'évolution, ce qui permet d'introduire les méthodes modernes progressivement. Mais il ne faut pas donner aux élèves ou aux étudiants l'illusion que cette approche représente encore la norme dans les publications scientifiques actuelles. Merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère que cet épisode vous a plu, et partagez-le si c'est le cas. À très bientôt sur Evoluscope.